Honneur Mwamba, bonjour encore une fois. Oui, bonjour, M. Anissé. Et merci encore une fois de ta disponibilité pour qu'on puisse parler de l'actualité de l'Afrique. Mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, il va être question notamment de l'actualité de ton pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi la Oui, République démocratique du Congo plus que d'autres pays? Il y a par exemple le Sénégal qui devrait attirer notre attention ces derniers temps à cause des événements, mais c'est que le Congo est très mouvementé, notamment à cause de la guerre qui secoue la province du Nord Kivu, la guerre entre la rébellion du M23 et l'armée régulière soutenue par la SAD-MIDIALC. Mais il y a eu des développements ces derniers temps, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on en discute. On va parler d'abord du problème, si on peut appeler cela un problème, Joseph Kabila, qui serait en exil maintenant, puisqu'il est soupçonné de soutenir justement cette rébellion du M23. On va parler également du terrain, ce qui se passe. On a appris que la localité de Rwindi a été reprise par votre armée à la rébellion du M23. Et puis on essaiera ce qui se passe, de voir ce qui se passe au niveau de la diplomatie. On a vu les activités du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, mais également des propos tenus par la partie rwandaise qui est accusée de soutenir la rébellion. Et donc, ces trois sujets-là feront notre émission de ce jour. Et donc, pour commencer, Bonheur Mwamba, qu'est-ce qui se passe du côté du camp de Joseph Kabila? J'ai vu toi-même, tu as posté sur tes réseaux sociaux que Joseph Kabila serait réfugié en Namibie. Mais avant cela, avant son départ, si le départ est confirmé, on avait vu des cadres de son parti qui seraient passés du côté de la rébellion parce qu'on les a vus aux côtés des responsables de l'Alliance du fleuve Congo dirigée par Corneille Nangaa. Et puis, un peu plus tôt, dans le mois dernier, on avait vu justement que les forces spéciales avaient convoqué la sœur de Joseph Kabila pour être interrogée à cause de ses activités. Et je voudrais, Bonheur Mwamba, toi qui se trouve sur le terrain au Congo, qui est informé, qu'est-ce qu'il en est réellement de cette famille de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Jeannette Kabila? Est-ce que vous avez des soupçons solides comme quoi il serait réellement lié à la rébellion du M23? et merci pour cette question. Merci de m'avoir encore invité à participer à cette émission où nous parlons non seulement du Congo, mais nous parlons aussi de l'Afrique. Car on s'est dit il faut donner une autre image de notre continent, de nos pays. Et c'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission de l'élan africain. Oui, à propos de l'ancien président Joseph Kabila, les propos sont venus du secrétaire général du parti présidentiel qui a sorti des accusations très graves, qui a accusé ouvertement l'ancien président de soutenir, d'être derrière la rébellion du M23. Et moi, en tant qu'analyste, si on essaye de faire une petite récapitulation des faits, euh, je donne foi aux propos du secrétaire général parce que si nous essayons d'analyser les fonctionnements ou la gestion de la crise sécuritaire à l'est de la République par l'ancien régime, on comprend, personnellement, j'arrive à la conclusion où l'ancien régime a favorisé les groupes rebelles soutenus par le Rwanda.
Vous avez par exemple l'accord du CNDP, l'accord qui a donné naissance au M23, a consacré l'infiltration de l'armée congolaise. Dans ces accords, vous avez par exemple, vous avez des points qui disent que les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent être gérées, administrées par l'administration du CNDP. Or, nous savons tous que dans le CNDP, il y avait des militaires rwandais. Le CNDP était constitué des militaires rwandais et des, si nous allons dire des Congolais qui servaient que de façade. Donc, avec ces accords, nous arrivons à comprendre les jets. Je l'ai dit même je l'ai dit dans un tweet, avec les accords signés entre l'ancien régime et les groupes rebelles, nous arrivons à comprendre les jets qui s'est joué entre Kinshasa, les pouvoirs de Kinshasa et les groupes rebelles. Dans tous ces accords, l'ancien régime a consacré l'infiltration de notre armée par des militaires rwandais. Dans tous ces accords, vous avez des rebelles autoproclamés, des colonels autoproclamés dans la rébellion qui devenaient d'office des généraux au sein de l'armée congolaise. Donc, ce sont des éléments qui nous font croire qu'il y avait une théorie du complot entre l'ancien régime et les groupes rebelles soutenus par le Rwanda. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on accuse Joseph Kabila d'être derrière les M23, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Et ça ne me surprend pas. Par rapport à mes analyses, cette conclusion, c'est une suite logique. Parce que si nous rentrons encore dans le passé, quelques mois passés, l'ancien président a réuni ses cadres dans sa ferme de Kingakat. Il a appelé le PPRD, il a appelé ses cadres à la résistance. Il a dit, je ne vous envoie pas de... C'était ses propos, je ne vous envoie pas de faire la guerre, mais je vous appelle à la résistance. C'était de quelle résistance qui faisait allusion? On ne sait pas. Et après ça, nous avons vu des cadres du parti de Joseph Kabila immigrer vers la rébellion du M23. Nous avons cité Corneille Nangaa, vous avez cité Corneille Nangaa, il y a Henri Magie, il y a beaucoup de cadres qui ont immigré vers la rébellion du M23. Et ces cadres, pour la plupart, ils étaient très proches de l'ancien président. Et donc, la conclusion ou les révélations du secrétaire général du parti présidentiel, pour moi, elles sont fondées vu les actions de l'ancien régime avec les groupes rebelles. Dans ces pays, nous avons connu sous l'ancien régime des militaires rwandais qui servaient de colonels ou d'officiers de l'armée rwandais, des sous-officiers de la RDF, être nommés général des FARDC. Il y a plusieurs cas qui sont connus. Il y a le cas du général Bosco Taganda, qui était sous-officier de l'armée rwandaise, mais nommé par Kabila général de la 3e zone de défense, couvrant les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de la province orientale. Vous avez un autre cas, le général Laurent Kunda Batwa, qui était sous-officier de l'armée rwandaise, mais nommé général des FARDC par Kabila. Vous avez encore un autre cas, Sultan Makenga, le colonel Sultan Makenga, qui était dans la rébellion, mais nommé général par Joseph Kabila, général aussi Kivu par Joseph Kabila. Donc, on a tous ces cas, on a tous ces exemples qui se sont déroulés sous l'ancien régime, qui nous démontrent ces complots qui existaient entre les pouvoirs de Kabila et les rebelles soutenus par les Rwandais. Donc, pour moi, personnellement,
Et pour beaucoup de Congolais, le pouvoir de Kabila a servi d'infiltration à Paul Kagame, a servi d'infiltration aux militaires rwandais, a servi d'infiltration du Rwanda dans nos services de sécurité et dans l'administration publique congolaise. Mais ce qui est troublant quand même, c'est que le M23 est né du fait que le pouvoir, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, n'avait pas respecté les accords tenus entre le pouvoir de Kinshasa, dirigé par lui, et l'ancienne rébellion du CNDP, de Laurent Nkunda. Et donc, ça veut dire que même quand il signait des accords, son gouvernement signait des accords avec l'ancienne rébellion, ça veut dire qu'il n'était pas sincère alors pour vous. En fait, c'est la rhétorique qui est vendue. Donc, dans le sens où on fait comprendre à la communauté internationale, on fait comprendre au monde entier, aux Congolais, que les gouvernements, que Kinshasa, que la rébellion du M23 est née du non-respect de l'accord entre Kinshasa et les CNDP. Et moi, je dirais que cette rhétorique est fausse. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que même après l'accord entre Kinshasa et les M23 en 2013, il y a eu encore cette guerre en 2021. Donc, c'est une manière dont le Rwanda a continué son plan macabre en RDC. Donc, on crée une rébellion, on finit par négocier. Après quelques temps, après des années après, cette rébellion refait surface pour dire que, bon, voilà, Kinshasa ne respecte pas les accords. Vous avez, par exemple, le cas du M23. On avait signé avec les M23 l'accord en 2013 et quelques années après, les M23 étaient scindés à deux. Il y avait les M23 de Runiga et puis les M23 de Makenga. Le M23 de Makenga dit qu'ils n'étaient pas concernés par l'accord de 2013 et qu'ils étaient exclus de l'accord de 2013. Voilà pourquoi ils ont repris les armes. Donc, c'est une manière dont la rébellion, dont les rebelles soutenus par le Rwanda œuvrent. Donc, vous signez les accords et après, ils reviennent pour dire qu'ils ne sont pas concernés par ces accords. Voilà pourquoi le pouvoir de Tshisekedi, voilà pourquoi la nation congolaise est actuellement rangée derrière la position du pouvoir en place qui dit qu'il ne sera plus question de négocier avec les groupes rebelles, qu'il ne sera plus question de négocier avec les M23. Et parlons de ces accords. Les accords qui ont été signés entre l'ancien régime et les M23, ces accords, en réalité, elle a été signée en défaveur de la RDC. Vous avez, par exemple, ces accords qui disent qu'il fallait intégrer les M23 dans l'armée congolaise. Et les M23, lorsqu'ils intègrent l'armée congolaise, ils viennent avec les postes qui se sont donnés au sein de la rébellion. Vous avez quelqu'un qui se nomme général du M23, par exemple, et lorsqu'il intègre l'armée, il garde son poste de général. Et dans cet accord, les M23 dictaient même où ils devaient être déployés. Donc, les M23 dictaient, ils disaient, par exemple, il y a un point de l'accord qui disait que les M23, les militaires issus de la rébellion du M23, doivent être déployés au Nord Kivu, par exemple. Mais si le gouvernement signe l'accord en question, ça engage quand même l'État congolais. Oui, c'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai dit il y a eu cette forme de complicité. Donc, on ne pouvait pas comprendre comment est-ce que le gouvernement congolais a pu signer cet accord, dans le sens où la rébellion dictait les endroits où elle devait se déployer, où le gouvernement devait déployer les militaires issus de la rébellion du M23. Donc, sur ce, voilà pourquoi nous avons dit, nous
Voilà pourquoi nous sommes dit, par rapport à mes analyses, je me dis qu'il y a eu cette forme de complicité entre les régimes passés et puis le Rwanda et les différents groupes rebelles. Est-ce que vous diriez que le camp Joseph Kabila a officiellement validé son adhésion à M23 avec la naissance de l'Alliance du fleuve Congo? On a vu, c'est une alliance qui a été créée par Corneille Nangaa qui, d'après des sources que nous avons, est justement un proche de Joseph Kabila. Est-ce qu'avec la naissance de ce mouvement-là, Joseph Kabila signait officiellement son adhésion au mouvement du M23 et donc passer du côté rwandais, quoi? Euh, oui, par rapport au propos du secrétaire général, je dirais oui. Je dirais oui par rapport au propos du secrétaire général. Mais sur ce, nous avons encore besoin des éléments pour affirmer ou confirmer ces accusations. Mais seulement, je, je voudrais parler d'un fait. Aujourd'hui, les M23 ou les régimes de Kagame cherchent à donner une autre connotation au M23, cherchent à présenter au monde entier que les M23, c'est une rébellion congolaise, de se diriger par les Congolais. Voilà, les Rwandais n'y est pour rien. C'est ça, voilà pourquoi même aujourd'hui, lorsque vous prenez Nanga, vous prenez tous ces Congolais qui rejoignent les M23, les Rwandais cherchent à valoriser et faire montrer à la communauté, les Rwandais cherchent à valoriser, à faire montrer à la communauté internationale que voilà, vous maquisez pour rien, mais voilà, les M23, ce sont des Congolais qui se sont soulevés contre les régimes de Kinshasa. Oui. Donc, ils cherchent à démontrer ça à la communauté internationale. Mais nous savons que l'M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Bien que l'armée rwandaise cherche à présenter à la face du monde des Congolais qui servent des marionnettes. Aujourd'hui, Nanga, on présente Nanga comme le coordonnateur de la rébellion. Mais nous tous, nous savons que ceux qui dirigent la rébellion ne sont pas en RDC, ils sont au Rwanda et en Ouganda. Les Congolais qui sont dans les M23 servent que des marionnettes. Ils servent des marionnettes. Et aujourd'hui, avec les propos du secrétaire général, du parti présidentiel et l'exil de Kabila, c'est là qu'on comprend vraiment les complots qui existent, les complots qui se faisaient dans notre pays, les complots qui existaient contre la RDC. Parce que si ces accusations sont confirmées par les services de sécurité qui travaillent déjà, si elles sont confirmées par les services de sécurité, mais notre pays était infiltré au plus haut sommet de l'État. Et là, c'est trop grave, c'est vraiment trop grave. Donc, il nous faut vraiment réformer les structures de notre État. Et je crois que le gouvernement congolais y travaille déjà. Le gouvernement congolais y travaille et nous aussi, de notre côté, nous continuons à dénoncer la complicité entre l'ancien régime et les mouvements M23 et les pouvoirs de Kagame. Bon, Bonheur Mwamba, certaines informations parlent d'un accord qui aurait été passé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila avant le premier mandat de Félix Tshisekedi. C'était un accord de partage du pouvoir, hein, même si c'était Tshisekedi qui devait être à la tête du pays, mais certains postes devaient revenir aux proches de Joseph Kabila. Et Tshisekedi n'aurait pas respecté les accords en question. Je parle au conditionnel parce que je n'ai aucune confirmation solide. Mais ça se dit dans les médias, et surtout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cela, justement, des informations en question. Est-ce que ce ne serait pas ce qui aurait frustré le camp de Joseph Kabila jusqu'à pactiser avec la rébellion du M23? Oui. Merci beaucoup pour cette question.
Oui, il y a eu accord de partage du pouvoir entre l'ancien régime et le nouveau régime. Après les élections de 2018, on avait un président qui n'avait pas la majorité au Parlement. Et la majorité au Parlement était dominée par l'ancien régime, par les régimes par le parti de Joseph Kabila, la coalition de Joseph Kabila. Donc, notre constitution ne reconnaît pas vraiment une cohabitation. Donc, il était demandé au nouveau président de pactiser avec l'ancien président pour former un gouvernement de coalition. Et dans ces partages, il y avait des postes qui revenaient à l'ancien régime. Et au bout de 2 ans, de fonctionnement, il y avait il y avait des complications entre l'ancien régime et le pouvoir de Tshisekedi, tout simplement parce que Kabila voulait à tout prix, en fait, les régimes sortants, les régimes de Kabila avaient besoin d'une marionnette au pouvoir, quelqu'un qui pouvait contrôler et au bout de 5 ans, voir comment lui pouvait revenir au pouvoir. Donc, c'était un peu le scénario Poutine et Medvedev. Donc, c'était un peu ce scénario. Il voulait à tout prix quelqu'un qui pouvait contrôler, dicter sa loi. Et au bout Et de ça n'a pas 2 marché. ans, oui, ça n'a pas marché. Au bout de 2 ans, Félix Tshisekedi a affermi son pouvoir. Il a pris le contrôle de l'armée, il a pris le contrôle de l'administration et tout et tout. Il a mis fin à l'accord. Et du coup, Kabila était vraiment dans tous ces étapes parce qu'il avait perdu l'essentiel du pouvoir. Donc, c'était à partir de ce moment-là qu'il avait demandé à ces gens de passer à la résistance. Vous savez, c'est un acteur politique. Lorsqu'il dit de passer à la résistance, c'était de quelle résistance qu'il parlait. Et après quelques moments, il y a eu la rébellion du M23 qui est née. Et puis, nous avons assisté à des cadres du M20, et à des cadres de Joseph Kabila qui avaient commencé à émigrer vers le M23. Corneille Nangaa n'est pas le premier. Le premier, il y avait John Numbi, qui est aussi en exil et qui s'était affiché ouvertement aux côtés du M23. Les premiers, c'était John Numbi. Et John Numbi, pour beaucoup de gens savent, John Numbi, c'était le bras séquilier de Kabila. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait la sécurité de Kabila et tout. Il a travaillé avec Kabila pendant tout son régime et il a immigré vers le M23 et puis il avait appelé ouvertement l'armée au renversement de Tshisekedi. Donc, c'est un peu dans ce scénario qu'on se retrouve actuellement. Donc, l'effet d'écarter Kabila du pouvoir, ça a réveillé les vieux démons qui existaient déjà, la rébellion du M23, ça a réveillé les John Numbi qui sont partis en exil, qui se sont affichés aux côtés du M23, les Nanga qui se sont exilés, puis affichés du côté du M23, tous ces caciques du PPRD de l'ancien régime qui ont rejoint l'exil et puis immigré du côté du M23. Ah, maintenant que c'est un peu officiel, même s'il y avait des soupçons effectivement, et même si ça se confirmait que Joseph Kabila est en exil et que son soutien au M23 est bien mis à jour, est-ce que tu ne penses pas que cela peut donner une sorte de crédibilité supplémentaire au mouvement du M23 que les Congolais, de façon générale, commençaient à décrier? Mais si le camp Kabila passe de ce côté-là, est-ce que tu ne penses pas que justement ça va donner une autre forme de crédibilité et peut-être faire en sorte que la guerre gagne en intensité ou prenne une autre forme plus solide? Oui, 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 oui. Oui, là, vous avez raison parce que
Aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, des Nanga, on parle de tous ces gens. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la rébellion, par exemple, du M23, on voit Corneille Nanga, on voit ces cadres de l'ancien régime qui rejoignent cette rébellion. En fait, aujourd'hui, l'image qu'on donne, c'est l'image que le pouvoir de Tshisekedi est passé vers une dictature, parce que c'est ce que les Nanga disent, le pouvoir de Tshisekedi est passé vers une dictature et il faut une rébellion armée, une lutte armée pour essayer de stopper Tshisekedi. Pour le libérer, ils disent libérer le pays. pays. Oui. Ils disent pour libérer la RDC. Pourtant, c'est faux. La RDC n'est pas en prison. Ce sont eux qui tuent les Congolais. Et aujourd'hui, si aujourd'hui ça arrive à se confirmer, la guerre va gagner en intensité parce que Kabila n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est l'ancien président de la République. Il a certainement encore des alliés dans l'armée congolaise. Il a certainement encore des alliés dans l'administration, dans les fonds du pays. Il a des contacts. Et ma crainte, c'est de voir une guerre un peu généralisée. Donc, c'est vraiment la crainte que nous avons en tant que Congolais. Et tout aussi se joue par le mental de la population. Hein. Aujourd'hui, moi, je me dis dans cette guerre, la force du gouvernement congolais, la force de la RDC, c'est sa population. Il faut que la population prenne conscience et prenne son destin en main. Nous sommes agressés. Il y a une guerre qui se passe chez nous. Nous devons nous lever, nous, en tant que population congolaise, soutenir les institutions en place, soutenir notre armée pour faire face à la rébellion. Aujourd'hui, on présente les M23 comme une rébellion qui lutte pour une position politique. C'est faux. C'est faux. Les M23 sont des terroristes. Et aujourd'hui, si Kabila si aujourd'hui ça se confirme, nous appelons vraiment le gouvernement congolais à prendre des mesures très fortes contre l'ancien président et contre l'ancien régime pour que pareille situation ne se répète plus. Bon, on verra ce qui va se passer dans l'avenir. On ne peut pas prédire, hein, on n'est pas divin, on n'est pas devin. Mais dans l'entretemps, justement, la partie congolaise continue d'accuser le Rwanda, à juste titre d'ailleurs, maintenant c'est confirmé, d'être le principal soutien du M23. On a vu le président Tshisekedi cette semaine, la semaine dernière, dans son interview avec le journal Le Monde, hein, il a encore une fois accusé le Rwanda, il a accusé la communauté internationale. Mais ma question, justement, c'est que des fois, on n'arrive pas à savoir exactement la position de votre président. Lors de la campagne électorale, il avait promis de réunir les deux chambres du Parlement et de déclarer la guerre au Rwanda. Après, récemment, on en parlait la semaine passée déjà, récemment, il avait dit que la guerre n'est plus nécessaire parce qu'il y avait des initiatives, excusez-moi, des initiatives diplomatiques au niveau de la région, au niveau international, et qui pouvaient aboutir à une solution négociée. Et dans le journal Le Monde, justement, il a dit, si ces discussions n'aboutissent pas, on peut encore revenir à la position de passer par la force. Est-ce que, Bonheur Mbouamba, on peut dire que si le président Tshisekedi ajoute cet élément-là, que si les efforts diplomatiques n'aboutissent pas, on va déclarer la guerre au Rwanda, c'est que justement les efforts en question n'arrivent à rien, que ça échoue, et qu'il en arrive à conclure que peut-être que l'usage de la force s'impose. Oui, oui. Oui. Le président est revenu sur ça la semaine passée. Et lui-même, lors d'une interview, avait dit que l'option militaire est sur la table, mais l'option militaire sera utilisée en dernière position. Donc, le président de la République, c'est quelqu'un qui est toujours ouvert à la voie diplomatique,
il est ouvert à la voie diplomatique qui est actuellement menée par l'Angola. Nous attendons les retombées de la dernière réunion de la délégation congolaise et de la délégation rwandaise. Mais cette voie diplomatique actuellement est un peu bloquée. Pourquoi? Parce que il y a des conditions qui ont été émises par Tshisekedi et puis par Paul Kagame. Paul Kagame a demandé à ce que le président Tshisekedi retire ses propos et le président Tshisekedi aussi a demandé à ce que Kagame retire ses troupes de la RDC avant d'entamer toutes les négociations possibles. Donc, nous sommes vraiment à un point mort où, moi personnellement, je me demande par où ou comment les négociations peuvent débuter entre ces deux chefs d'État à partir du moment où les deux chefs d'État s'expriment, parlent de cette situation et ils sont vraiment extrêmes. Et la RDC, elle se prépare, la RDC se prépare. Et vous avez parlé de la campagne électorale. Et je vais essayer d'évoquer un point. Les élections qui ont été tenues en RDC, il y avait l'enjeu sécuritaire qui primait au-dessus de tout. Et Tshisekedi, en tant que politique, avait compris. Voilà pourquoi il parlait trop de la sécurité. C'était pour toucher les cœurs des Congolais. Mais après ça, il y a la réalité. Il y a la réalité. Moi, j'étais à Goma et j'avais compris qu'actuellement, il est difficile pour la RDC de déclarer la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que la ville de Goma, actuellement, est presque encerclée de toutes parts. Et si aujourd'hui la RDC déclare la guerre au Rwanda, il faut que la RDC frappe en premier et il faut que la RDC frappe d'une manière chirurgicale l'armée rwandaise. Le cas contraire, elle va exposer la population de Goma à une traversée ou à une traversée de l'armée rwandaise ou comment je peux dire, elle va exposer la ville de Goma au Rwanda. Pourquoi? Parce que la ville de Goma actuellement elle n'a plus d'accès à d'autres territoires de la RDC. La seule voie, c'est la voie aérienne. Donc, il est extrêmement difficile, ça sera difficile pour la RDC de résister à une assaut généralisée du M23 et du Rwanda. Mais seulement, actuellement, comme je disais, il est difficile pour la RDC de déclarer la guerre. Il faut d'abord, premièrement, que la RDC reprenne les territoires proches de Goma, les endroits stratégiques qui mènent vers la ville de Goma. Il faut d'abord détruire, écraser les M23, chasser l'armée rwandaise de notre territoire. Et puis, en ce moment-là, il est possible pour nous de déclarer la guerre au Rwanda. Et le président l'a si bien dit lors de son interview. Il a dit, nous avons les moyens, nous avons la capacité de frapper très fort le Rwanda. Aujourd'hui, la RDC a la capacité. Aujourd'hui, on dit, mais la propagande rwandaise dit que nos drones sont abattus. C'est faux. Nous avons la capacité, nous avons une capacité aérienne très forte, nous avons une capacité d'artillerie très forte qui est au-delà de la capacité rwandaise. Donc, nous pouvons frapper très fort le pouvoir de Kigali. Donc, l'option militaire demeure toujours sur la table et beaucoup de Congolais n'attendent que cette option militaire. Beaucoup de Congolais sont extrêmement déterminés et ils disent, et d'ailleurs pour moi en tant qu'analyste, je ne vois pas comment cette guerre du M23 peut aboutir à une solution diplomatique. Je ne vois pas. Donc, ici, moi, je m'imagine déjà au plus pire des cas qui est la confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Tu te parles justement de d'abord bouter hors du territoire les rebelles du M23, mais est-ce qu'une fois le territoire congolais libéré, s'il n'y a plus de combattants du M23, s'il n'y a plus de militaires rwandais,
est-ce qu'il serait encore nécessaire de déclarer la guerre au Rwanda? Bon, hum, il sera nécessaire de déclarer encore la guerre au Rwanda si les Rwandais continuent de soutenir les M23. Vous allez comprendre que avant que les M23 ne reviennent en RDC, ils étaient au Rwanda et les attaques sont parties du Rwanda. Donc, au Rwanda et en Ouganda? oui, les attaques sont parties du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, même si les M23 ne sont plus en RDC, les M23 peuvent continuer, les M23 peuvent exister toujours du Rwanda ou soit de l'Ouganda. Donc, la RDC, si elle récupère ses territoires, on sécurise nos frontières, mais si le Rwanda n'obtempère pas, si le Rwanda continue de soutenir les M23 ou de continuer d'organiser les M23 depuis le Rwanda, nous serons obligés de passer d'utiliser l'option militaire. Bon, s'il y a encore des escarmouches qui peuvent venir du Oui, oui. Rwanda, mais effectivement, comme tu le disais la fois passée, on observe surtout beaucoup de mouvements en provenance de l'Ouganda plutôt qu'en provenance du Rwanda. Et donc, si on déclare la guerre au Rwanda, il faudrait encore déclarer la guerre également à l'Ouganda. À l'Ouganda. Oui, Et ce oui. sera Oui. une autre paire de manches, deux pays. Oui, 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 oui. Oui, la situation, c'est ça la réalité de cette situation que les Congolais doivent comprendre. Déclarer la guerre au Rwanda, c'est aussi déclarer la guerre à l'Ouganda. Donc, il faut que les Congolais se préparent déjà à cette réalité. Et aujourd'hui, on se réjouit de la présence de la SADC qui est vraiment déterminée aux côtés de la RDC. On se réjouit aussi de l'apport du Burundi, car aux côtés de Rwanda, il faut avoir un allié qui est le Burundi. On se réjouit de l'apport du Burundi parce que aujourd'hui, la déstabilisation ne vient pas seulement du Rwanda, ça vient aussi de l'Ouganda. Donc, il faut que la RDC se prépare déjà à cette éventualité d'affronter des ennemis au même moment. Donc, on se réjouit aussi de l'apport de la SADC qui est vraiment déterminée militairement et diplomatiquement à aider notre pays. D'accord. On essaiera d'y revenir dans les prochains jours avec les développements qui ne manqueront pas de nous parvenir, l'évolution sur le terrain. Mais justement, on avait transité vers la situation militaire sur le terrain avec les confrontations, les affrontements entre les deux armées et leur soutien. On a appris cette semaine dernière la libération par vos forces armées congolaises de la localité de Rwindi. Moi, je ne connais pas la région, ni Massissi, ni Rutshuru, je n'ai jamais mis les pieds. Je connais à peine Goma. Mais est-ce que Rwindi, la libération de Rwindi signifie quelque chose pour vous? Est-ce que c'est un point stratégique qui permet l'accès à d'autres territoires? Et je voudrais que tu nous éclaires. Oui, oui. Oui, oui. La libération de Rwindi, elle vient en tout cas elle vient d'abord premièrement renforcer le moral de nos troupes, car nous savons que la localité de Rwindi était tombée presque sans combat. Il y avait une erreur du côté de l'armée congolaise qui avait fait en sorte que cette localité tombe sans combat. Mais la RDC s'est réorganisée et avait depuis mené une contre-offensive qui a abouti à cette libération. Rwindi, elle est particulière parce que Rwindi, c'est une localité de Rutshuru, plus au nord. Donc, elle fait jonction entre les territoires de Rutshuru, Lubero et plus loin, les territoires de Beni. Donc, elle donne accès vers le nord du Nord Kivu. Donc, elle est très capitale. Il fallait que l'armée congolaise récupère ces territoires pour empêcher que les M23 ne prennent l'accès, ne prennent la direction vers le nord du Nord Kivu et ouvrir une brèche vers l'Ituri, qui est une province qui est déjà fragile.
il fallait à tout prix, excusez, il fallait à tout prix empêcher cette initiative du M23. Et nous avons salué l'effort de l'armée qui avait réussi à stopper premièrement d'abord le M23 et puis à frapper fort. Nous avons utilisé vraiment de l'artillerie lourde qui a pulvérisé le M23, qui a permis à l'armée de reprendre Rundi. Il y a toujours le combat qui se poursuit parce qu'il y a Rundi comme cité et Rundi comme localité. Donc, il y a toujours le combat qui se poursuit. L'armée mène une contre-offensive. Elle a réussi à réaliser une percée. Elle mène une contre-offensive pour essayer de reprendre le territoire de Rutshuru qui est actuellement les territoires les plus contrôlés par les M23. Donc, c'est là que le combat se poursuit. Et nous devons comprendre que cette guerre, c'est vraiment une guerre très intense parce que les M23 continuent de bénéficier des renforcements en nombre et en matériel de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Pas plus tard qu'hier, des militaires de forces spéciales ougandais ont traversé la frontière de Bunagana pour rejoindre les fronts de Nyiragongo au nord de Goma. Donc, on s'attend encore là à des affrontements au nord de Goma entre la coalition RDF-IPDF contre la coalition RDF-IPDF contre les FARDC. D'accord. Donc, au Rundi, c'est plus au nord, j'ai compris. Ils peuvent bloquer l'accès de M23 vers les territoires plus au nord, mais ça ne fait pas partie de ces territoires dont tu parlais tout à l'heure, qui permettrait, je parle de leur libération, dont la libération permettrait de desserrer les taux autour de la ville de Goma. Est-ce que la ville de Goma est délaissée ou il y a des efforts de ce côté également? La ville de Goma, la ville de Goma est encerclée. Elle est encerclée. Mais la ville de Goma continue de respirer. Elle respire pourquoi? Parce que les territoires qui sont très proches de Goma, par exemple Sake, ou les villages de Niragongo, sont toujours sous contrôle de l'armée congolaise. Mais la ville de Goma, les routes qui conduisent vers la ville de Goma est actuellement sous contrôle du M23. Déjà aussi, la situation géographique de Goma, elle n'est pas facile pour la RDC parce que Goma se retrouve, en fait, Goma, elle est voisine du Rwanda. La ville de Goma, elle est voisine de la ville de Rubavu au Rwanda. Oui, Gisenyi au Rubavu. Oui, oui. Et vers le nord de Goma, vous avez le territoire de Nyiragongo, qui est aussi voisin du Rwanda. Donc, facilement, à partir du Rwanda, vous pouvez faire 20 km vers le nord. Vous êtes, oui, à partir du Rwanda, vous pouvez faire 20 km vers le nord et puis vous êtes à Goma. Oui. Oui. Donc, et aussi à partir de la ville de Gisenyi, donc c'est quelques mètres. Donc, la situation géographique de la ville de Goma n'est pas facile à défendre pour les FARDC. Mais jusque-là, nous saluons la détermination des FARDC. Moi-même, lorsque j'étais à Goma, l'armée congolaise m'avait clairement dit que Goma ne pourra jamais tomber. Il y a autant de bataillons à Goma et même si Kagame venait lui-même, conduisait lui-même les opérations vers Goma et Sake, c'est la ville de Goma et la cité de Sake ne tomberont jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une ceinture de sécurité, il y a une détermination totale de l'armée congolaise pour défendre la ville de Goma. Aujourd'hui, la cité de Sake et la ville de Goma constituent la résistance congolaise face au régime du terroriste Kagame. Donc, bien que la ville de Goma est encerclée, mais la ville de Goma continue de résister et la ville de Goma continue de vivre. Bon, voilà, je te remercie encore une fois, Bonheur Mwamba, d'avoir répondu à l'invitation que je t'avais lancée. J'espère te revoir bientôt pour d'autres sujets d'actualité. On pourra peut-être
passer à d'autres pays africains, mais le Congo nous intéresse parce que justement, il y a cette situation à l'Est qui continue de nous préoccuper. Mais je vais t'accorder une minute ou deux si tu as un message à passer, et puis après, on va clôturer l'émission de ce jour. Hmm. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'avoir de participer à cette émission. Je suis content d'informer d'informer les Congolais et de toute l'Afrique aussi. Nous appelons l'Afrique en général de soutenir la RDC. Aujourd'hui, le développement de l'Afrique passe par la RDC. La RDC, c'est un pays essentiel pour le développement de l'Afrique. Et c'est vraiment important pour l'Afrique de nous soutenir. Nous saluons l'Union africaine, nous saluons la décision de l'Union africaine de soutenir la force, la mission de la SADC. Nous saluons aussi la commission paix, nous saluons la décision de la commission paix et sécurité de l'Union africaine qui est en train de mettre à la disposition de la SADC des matériels militaires pour la poursuite des opérations contre les terroristes du M23. J'appelle le peuple congolais à la résistance, j'appelle le peuple congolais à la détermination, j'appelle le peuple congolais au soutien aux institutions et à ne pas donner foi au message, à l'apologie ou à l'apologie du terroriste qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Ne pas donner foi au discours du M23, au discours de Corneille Nangaa et d'autres ennemis de la République démocratique du Congo. J'appelle le peuple congolais au patriotisme, à la détermination, au patriotisme et à la défense de notre pays. Donc, ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci à toi. On parlera justement la fois prochaine tu parlais de la Samedi ici, la mission de la SADC. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense que tout le monde voit que on s'attendait à beaucoup plus d'efforts de la part de la SADC, mais on a vu dans la détermination, on a vu les discours, mais sur le terrain, bon, ça ne se fait pas sentir. Voilà, donc on essaiera d'y revenir dans notre prochaine émission. Merci encore une fois, Bonheur Mwamba. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui nous suivront par après via les réseaux sociaux. C'est encore une fois un bonheur, un plaisir d'être avec vous. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine.